Je m'attendais à trouver des chiffres routiniers dans les registres de réquisition métallurgique de 1793. Ce que j'ai découvert dans les archives départementales de la Gironde a transformé 6 mois de recherche banale en quelque chose d'inexplicable. L'inventaire municipal listait enlèvement et destruction de cloches, environ 800 unités pour un seul département. Réquisition révolutionnaire standard pour la fonte des canons, pensais-je. Puis j'ai croisé les inventaires survivants. À l'échelle nationale, près de 200 000 cloches détruites en 18 mois. Une capacité industrielle qui n'existait pas documentablement en France en 1793. Une photographie d'archives montrait une église pré-révolutionnaire à Bordeaux. Le clocher présentait des motifs géométriques de ventilation incompatibles avec une fonction acoustique simple. Dans la marge du document original, une notation manuscrite, cloche de fabrication inconnue, poids excessif, composition non bronze dans plusieurs cas. Un rapport régional mentionnait en note de bas de page des cloches potentiellement d'origine ou de fabrication tartare, sans élaboration. Les historiens de la Révolution française consacrent des chapitres entiers à la déchristianisation, aux églises transformées en temples de la raison, aux statues décapitées. La destruction des cloches apparaît comme une ligne dans les bilans de réquisition métallurgique. Quand j'ai commencé cette recherche en septembre dernier, je m'attendais à documenter un épisode mineur de l'iconoclasme révolutionnaire. Les registres de la Commission temporaire des arts, conservés aux archives nationales, racontent une histoire différente. Le premier inventaire que j'ai examiné datait du 15 avril 1793, département de la Seine-et-Oise, format standard, liste des églises, estimation du bronze récupérable, attribution aux fonderies. Mais les chiffres ne correspondaient pas. Selon les historiens, la campagne de fonte des cloches visait à produire du métal pour l'armement. Les quantités listées dépassèrent de loin les besoins militaires documentés. J'ai tracé une carte des destructions. Au lieu d'une distribution aléatoire reflétant la ferveur révolutionnaire locale, un motif géographique précis émergeait. Les clochers détruits en priorité se concentraient le long des anciennes voies romaines et des routes de pèlerinage médiévales. 89% des destructions suivaient ces axes d'infrastructure, pas la densité de population. Les églises rurales isolées restaient intactes. Les cathédrales urbaines perdaient leurs cloches en quelques semaines. Un ordre de destruction daté du 8 mai 1793 pour l'église Saint-Sulpice à Paris précisait « Enlèvement urgent prioritaire ». Clocher principal uniquement, les chapelles latérales, leurs autels, leurs ornements dorés, laissés en place. Seules les cloches. J'ai trouvé une photographie dans les collection de la Bibliothèque nationale, datée d'avant 1789. L'église Saint-Nicolas-des-Champs, 3e arrondissement. Le clocher montrait des ouvertures de ventilation en motif d'étoile, symétrie radiale parfaite. J'ai comparé avec 14 autres églises construites entre 1650 et 1780 dans différentes régions. Bretagne, Provence, Bourgogne, Alsace. Architectes différents, styles régionaux différents, décennies de construction différentes. Les motifs géométriques des clochers identiques. Précision radiale identique. Aucun précédent dans l'architecture ecclésiastique française antérieure à 1650. Un rapport bordelais de 1793 mentionnait des cloches potentiellement d'origine ou de fabrication tartare. Les compilations historiques ultérieures qualifiaient cette notation d'exagération cléricale. Mais le terme réapparaissait dans 3 autres inventaires régionaux que j'ai examinés. Pourquoi cette précision était-elle nécessaire si les cloches étaient de fabrication française ordinaire? L'explication officielle, ferveur anti-religieuse, n'explique pas la précision du ciblage. Les églises furent détruites, les cloches furent enlevées, mais les fondations restèrent intactes. Les cloches elles-mêmes semblaient être l'objectif spécifique, pas les dommages collatéraux d'une violence idéologique. Les traités d'acoustique du XVIIIe siècle décrivent les cloches d'église comme des instruments de bronze produisant des harmoniques prévisibles basées sur leur masse et leur forme. Les ingénieurs contemporains documentaient quelque chose de différent concernant les cloches françaises. J'ai passé 3 semaines à consulter les journaux d'acoustique conservés à la bibliothèque Mazarine, période 1760-1789. Un mémoire de 1774 par l'ingénieur Jean-Baptiste Leroy décrivait une résonance contre nature observée dans plusieurs clochers parisiens. Propagation harmonique excessive au-delà de ce que la masse de bronze et la géométrie devraient générer. Un rapport municipal de Toulouse daté de 1782 mentionnait des plaintes récurrentes concernant des cloches faisant vibrer les fondations pendant leur utilisation prolongée. Les descriptions n'étaient pas isolées. Entre 1770 et 1788, j'ai compté 47 rapports documentant des phénomènes acoustiques inhabituels. Ce qui m'a troublé, c'était la réponse architecturale. Les registres de maintenance des églises montrent qu'entre 1790 et 1792, avant la campagne de destruction, des travaux de modernisation furent entrepris dans les clochers. Les contrats de rénovation mentionnaient systématiquement scellement des chambres souterraines et retrait de mécanismes acoustiques obsolètes. Un rapport d'inspection daté du 3 mars 1791 pour l'église Saint-Eustache décrivait la fermeture des passages souterrains reliant le clocher aux conduites d'eau souterraine. J'ai obtenu l'accès aux fondations de Saint-Eustache lors de travaux de restauration en novembre dernier. Les chambres scellées
existent encore. Profondeur, 12 mètres sous le niveau du clocher. Les relevés architecturaux de 1791 montraient des fondations nécessitant 3 à 4 mètres pour la stabilité structurelle. Les chambres descendent à 15 mètres. Des canaux hydrauliques, aujourd'hui remplis de béton, partaient dans 3 directions. Destination inconnu. Les documents de scellement ne mentionnaient jamais ce qui avait été retiré, seulement le poids, environ 2,3 tonnes de matériel obsolète enlevé. Un manuel de fonte des cloches publié à Lyon en 1751 faisait référence aux principes harmoniques orientaux, sans explication, notant que les cloches françaises étaient de plus en plus fabriquées dans le style géométrique tartare, après 1680. Le terme tartare apparaissait sans définition, comme si les lecteurs contemporains comprenaient la référence. Si les cloches étaient de simples instruments de bronze, pourquoi sceller l'infrastructure souterraine avant leur destruction? La chronologie suggérait une opération en 2 phases. Désactiver le système, 1790-1792, retirer les composants, 1793. L'explication officielle ne rendait pas compte de cette séquence méthodique. Les collections muséales conservent des fragments de cloches révolutionnaires. Le musée Carnavalet à Paris possède 17 échantillons catalogués comme bronze de réquisition, période révolutionnaire. J'ai demandé l'autorisation d'effectuer une analyse métallurgique. Le conservateur, initialement sceptique, a accepté après que j'ai montré les incohérences de densité documentées dans les rapports de 1825. Le bronze standard contient environ 80% de cuivre et 20% d'étain. Les variations de coulée produisent des inconsistances microscopiques. Refroidissement inégal, distribution d'alliage non uniforme. C'est inévitable avec les techniques de fonte du XVIIIe siècle. Les analyses spectroscopiques que j'ai commandées en janvier ont montré quelque chose d'inexplicable. 40% des fragments présentaient une uniformité d'alliage impossible. Aucune variation de coulée, aucune inconsistance de refroidissement. Homogénéité au niveau microscopique. Plus troublant encore, les rapports poids-volume. 3 fragments présentaient une densité dépassant celle du bronze documenté. Pas de beaucoup, environ 3 à 4% au-delà de la norme, mais suffisamment pour être mesurable et vérifiable. À l'intérieur de 2 fragments, des tomographies au rayon X révélèrent des motifs géométriques de vide. Microstructures creuses disposées en arrangement mathématique précis, non fonctionnel pour la coulée, inexplicable par les méthodes de fabrication connues. Le rapport métallurgique de 1825, commandé pendant la Restauration, mentionnait déjà ces anomalies. Le Sauquin 1 passage notait, plusieurs fragments présentent des caractéristiques de composition inhabituelles, difficilement explicables par les procédés de fonte connus à l'époque de leur fabrication supposée. Le rapport recommandait des investigations supplémentaires. Aucune investigation ultérieure n'apparaît dans les archives. Ce qui m'a frappé était la réaction bureaucratique de 1790. Un décret royal du 15 août 1790, 3 ans avant la destruction révolutionnaire, interdisait spécifiquement l'exportation de cloches de fabrication orientale hors de France. Pourquoi cette catégorie nécessitait-elle une mention spécifique si toutes les cloches étaient de bronze français ordinaire? L'interdiction suggérait une reconnaissance pré-révolutionnaire de catégories d'origine distincte. L'explication standard, pénurie de métal révolutionnaire, contredisait les preuves. Si les cloches étaient du bronze ordinaire, pourquoi interdire leur exportation? Pourquoi ne pas les fondre immédiatement au lieu d'une collecte et d'un stockage systématique? Les registres de stockage montrèrent des cloches entreposées pendant des mois avant traitement. Une note marginale dans un rapport de Marseille, daté du 12 juin 1793, mentionnait cloches de composition incertaine séparées pour analyse ultérieure. L'analyse n'a jamais eu lieu, ou les résultats n'ont jamais été archivés. J'ai passé février à cartographier les emplacements de destruction. Les données provenaient de registres départementaux, de rapports de comités révolutionnaires, de listes d'inventaire paroissiales. 3200 emplacements vérifiés. Je m'attendais à une distribution aléatoire, reflétant l'intensité de la violence révolutionnaire locale. Plus de destruction dans les zones de conflit, moins dans les régions calmes. Le motif qui émergea était géographique, pas politique. 89% des clochers détruits se concentraient le long des anciennes voies romaines et des routes de pèlerinage médiévales. L'axe Paris-Lyon-Marseille, taux de destruction de 94%. La route Tours-Bordeaux, 91%. Les zones rurales éloignées des routes principales, 12%. La destruction suivait l'infrastructure, pas la densité de population. Ce qui rendit le motif encore plus étrange fut une découverte en mars. Les relevés hydrographiques du 19e siècle réalisés pendant les grands travaux d'urbanisme parisiens sous Haussmann documentaient les réseaux d'eau souterrains. J'ai superposé ces cartes sur mes emplacements de destruction. 76% des clochers ciblés étaient positionnés directement au-dessus d'intersections de canaux d'eau souterrains, aqueducs, citernes, sources naturelles. L'hydrologie invisible au niveau de surface mais confirmée par des études radar à pénétration de sol moderne. Les églises non ciblées manquaient cette présence d'eau souterraine. J'ai
Vérifiez 43 églises qui conservèrent leurs cloches pendant la Révolution. Aucune ne montrait de canaux d'eau souterrains sous ses fondations. La corrélation n'était pas absolue, mais elle était statistiquement significative. Les cartes historiques ajoutaient une autre couche. J'ai consulté l'Atlas de Guillaume de Lille, édition 1706, à la Bibliothèque nationale. Les régions orientales apparaissaient étiquetées Tartarie indépendante. Les centres de fonte de cloches, Moscou, Kazan, centre d'Asie centrale, se trouvaient précisément dans ces régions. Les routes commerciales documentées dans l'Atlas correspondaient aux motifs de destruction ultérieure en France. Des cloches coulaient dans des régions étiquetées Tartarie, transportées vers l'ouest, installées au-dessus de sources d'eau. Un rapport du comité de salut public daté du 22 avril 1793 notait « Priorité doit être donnée aux clochers situés le long des axes d'approvisionnement en eau municipaux. Journée datage quitte la formulation impliquait une connaissance de la relation entre les cloches et l'eau souterraine. Mais aucun document n'expliquait pourquoi cette relation importait. La destruction n'était pas idéologique, elle était infrastructurelle. Les cloches positionnées au-dessus de l'eau suggéraient une relation fonctionnelle, pas un placement décoratif. Quelque chose dans cette combinaison, bronze résonnant, eau souterraine, géométrie précise, nécessitait un démantèlement systématique. Les journaux médicaux des années 1780 documentent un phénomène que j'avais initialement ignoré comme de la superstition. Entre 1784 et 1788, des résidents urbains à Paris, Lyon et Rouen se plaignirent auprès des autorités municipales de maladies, désorientation et perturbations des puits d'eau pendant les sonneries prolongées de cloches d'église. Le journal de médecine de Paris publia 6 articles entre 1785 et 1787 décrivant des cas documentés. Ce qui transformait ces plaintes de folklore en données était leur cohérence. Les descriptions physiologiques se répétaient, vertiges pendant les sonneries matinales, nausées après les célébrations prolongées, sensation de vibration persistant dans les os, même après l'arrêt des cloches. Un médecin de Lyon, le docteur Antoine Favier, nota en 1786 « Les effets semblent plus prononcés chez les résidents vivant au-dessus ou à proximité de caves ou de puits. J'ai croisé les emplacements de plaintes avec mes données architecturales. Les plaintes provenaient exclusivement de zones proches de clochers montrant ces motifs géométriques de ventilation. Les clochers sans géométrie précise, clochers traditionnels avec des ouvertures simples, ne généraient aucune plainte médicale malgré une fréquence de sonnerie égale. En avril, j'ai obtenu l'autorisation d'enregistrer les propriétés acoustiques d'un clocher géométrique survivant à Chartres. L'église avait conservé sa cloche originale, jamais remplacée. Les enregistrements montraient des composantes subsoniques absentes dans les cloches standards, fréquences inférieures à 20 Hz, inaudibles mais physiquement mesurables. Ces fréquences correspondaient aux gammes connues pour affecter l'équilibre vestibulaire et provoquer des nausées chez les humains. Le détail qui m'a empêché de dormir pendant une semaine était un rapport que j'ai trouvé aux archives du ministère de l'Intérieur. Une commission royale, établie en octobre 1788, fut chargée d'enquêter sur le problème des cloches tartares. Le rapport recommandait modification ou enlèvement 2 ans avant la Révolution. Les actes de la commission furent scellés. Seuls des documents secondaires y faisaient référence. Lettres administratives, directives préparatoires, allocations budgétaires. Les autorités pré-révolutionnaires planifiaient déjà l'enlèvement des cloches. La Révolution fournissait une couverture politique pour une opération technique préexistante. La chronologie suggérait que la décision de retirer les cloches précédait l'idéologie révolutionnaire. Les événements de 1789-1793 offraient simplement le prétexte bureaucratique nécessaire. Un mémo interne daté du 4 janvier 1789 notait « Les arrangements pour le traitement des installations concernées doivent être finalisés avant les perturbations politiques anticipées. Quelqu'un savait ce qui allait arriver et quelqu'un planifiait d'utiliser le chaos à venir. Les contrats de rénovation d'églises entre 1785 et 1792 suivent un motif prévisible jusqu'à ce qu'ils ne le fassent ne plus. Réparation de toiture, renforcement de maçonnerie, remplacement de vitraux, travaux standards documentés avec des détails méticuleux. Puis, à partir de 1788, une nouvelle catégorie apparaît. Modernisation des clochers. J'ai examiné 73 contrats de rénovation dans les archives paroissiales de Paris, Bordeaux et Strasbourg. La terminologie était systématiquement vague. Scellement des chambres souterraines. Retrait d'équipements acoustiques obsolètes. Installation de systèmes de suspension simplifiés. Les contrats officiels ne décrivaient jamais ce qui était retiré. Les reçus de paiement aux ouvriers étaient plus spécifiques. Un reçu daté du 18 juin 1790 pour des travaux à Saint-Germain-des-Prés listait « Enlèvement d'installation orientale sous le clocher, 2,7 tonnes ». Un autre, de l'église Saint-Médard, 23 septembre 1791. Démontage de mécanismes tartares,
paiement supplémentaire pour complexité. Les documents informels utilisaient eux des termes que les contrats officiels évitaient. Quelque chose était systématiquement innommé. Les plans architecturaux de modification, quand ils survivaient, montrèrent des chambres scellées, dessinées mais non expliquées. J'ai obtenu des copies des plans de rénovation de 1791 pour Notre-Dame de Paris. Le dessin en coupe transversale montrait clairement une chambre sous le clocher principal. Profondeur 14 mètres avec 3 canaux s'étendant radialement. La légende indiquait simplement zone à sceller, voire directive. Aucune directive n'apparaissait dans les dossiers de contrat. Ce qui rendait ces rénovations encore plus suspectes était le personnel. Les contrats mentionnaient ingénieur spécialiste de Paris sans équivalent local. Les taux de paiement dépassaient les salaires standards pour un travail de construction de 40 à 60%. Un contrat de Marseille daté du 7 mars 1791 précisait ingénieur ayant une expérience préalable avec des installations de type oriental requis. Nobonan Selenio Sotar, aucune description de ce que signifiait type oriental. Les chambres vides demeurent sous les clochers. J'ai visité 12 sites pendant mes recherches. Les dimensions suggèrent de la machinerie, pas du stockage. Les chambres sont trop régulières, trop précisément dimensionnées. Les canaux partant de chaque chambre suivent des angles géométriques, 30 degrés, 60 degrés, 90 degrés. Pas des routes utilitaires naturelles. Quelque chose de complexe existait là. Quelque chose qui nécessitait des spécialistes pour être démantelé. L'absence délibérée de descriptions dans les dossiers officiels contrastait avec des descriptions spécifiques dans la documentation informelle. Quelque chose de systématiquement innommé. Les mécanismes tartares apparaissaient dans les reçus de paiement, mais disparaissaient des rapports officiels. L'effacement linguistique précédait l'effacement physique. Les destructions de cloches n'étaient pas uniquement françaises. En juillet, j'ai élargi mes recherches aux archives allemandes, italiennes et polonaises. Les motifs correspondaient de manière troublante. Les États allemands, 1792-1795. Justification officielle, réquisition de métal pour l'effort de guerre. Les documents du Reichsdeputationshauptschluss montraient des destructions systématiques de clochers dans les principautés rhénanes, la Bavière, la Saxe. Méthode identique. Chambre souterraine scellée en premier, cloche retirée en second. Les registres ecclésiastiques de Cologne décrivaient le retrait de systèmes de cloches obsolètes et de leurs fondations associées en 1793. Italie du Nord, 1794-1797. Justification officielle, sécularisation napoléonienne. Les dossiers de suppression montraient que les églises perdaient leurs cloches mais conservaient leurs œuvres d'art, leurs ornements, leurs propriétés foncières. Un rapport vénitien daté du 12 avril 1795 notait enlèvement prioritaire des installations de clochers au-dessus des canaux d'eau. Venise, une ville construite sur l'eau, ciblait spécifiquement les clochers positionnés au-dessus de l'infrastructure hydraulique. Pologne, 1793-1796. Justification officielle, modernisation. Urbaine pendant les partitions. Les dossiers administratifs de Cracovie et Varsovie documentaient des améliorations de clochers impliquant le scellement de sous-structures et l'installation de mécanismes de sonnerie simplifiés. La terminologie reprenait celle des documents français presque mot pour mot. Ce qui rendait cette coordination inexplicable était le contexte politique. Révolutionnaires français, princes allemands, réformateurs italiens, administrateurs polonais. Entités hostiles sans communication documentée ciblaient simultanément la même infrastructure en utilisant des méthodes identiques. Les justifications politiques différaient. Les procédures techniques étaient identiques. Les signatures architecturales correspondaient à travers les régions. J'ai comparé des photographies de clochers détruits en France, en Allemagne, en Italie. Les motifs géométriques de ventilation identiques. Structure construite entre 1650 et 1780. Différentes traditions de construction. Gothique français, baroque allemand, Renaissance italien, toutes incorporant une substructure de clocher identique, même géométrie de ventilation, même chambre souterraine, même profondeur de fondation inexpliquée. L'Atlas des Lisles de 1706 montrait toutes ces régions comme bordant ou se trouvant à l'intérieur de territoires étiquetés Tartarie. Les concentrations de destruction étaient les plus élevées dans les anciens territoires étiquetés Tartares. Les régions jamais étiquetées Tartarie montraient des taux de destruction de clochers minimes. Une opération coordonnée à travers des entités politiques hostiles. Aucune communication documentée entre les autorités françaises, allemandes et italiennes concernant la politique des clochers. Pourtant, les méthodes, la chronologie, le ciblage, identiques, comme si chaque région suivait les mêmes instructions non écrites, comme si quelque chose d'antérieur aux frontières politiques du XVIIIe siècle nécessitait un démantèlement systématique. L'historiographie révolutionnaire documente exhaustivement la destruction d'églises, l'enlèvement d'œuvres d'art, la confiscation de terres. La destruction des cloches apparaît uniquement dans des résumés statistiques, jamais dans des comptes rendus détaillés. Je m'attendais à des dossiers manquants, j'ai trouvé des preuves de non-enregistrement délibéré. Les procédures d'inventaire de la commission des monuments, établies en 1790, exigeaient
suggérait des relevés architecturaux détaillés avant toute destruction ou modification. Les églises avec des cloches détruites conservent souvent des relevés détaillés de 1796-1792, montrant les dimensions du bâtiment, les œuvres d'art, le mobilier, mais les intérieurs de clochers marqués non relevés ou accès restreint. Et j'ai trouvé une directive aux inspecteurs datée du 8 février 1791, signée par le directeur de la Commission. Les systèmes mécaniques de clochers sont exclus de la documentation d'inventaire. Les inspecteurs doivent se concentrer sur les éléments artistiques et architecturaux de valeur culturelle. La suppression de documentation pré-destruction suggérait que les cloches n'étaient pas simplement une source de métal, mais une infrastructure classifiée nécessitant une sécurité opérationnelle pendant l'enlèvement. Plus révélateur encore était un décret linguistique. Le 17 mars 1794, une directive interdisait l'utilisation du terme « fabrication tartare » dans les inventaires officiels, exigeant son remplacement par « origine inconnue » ou « importation orientale ». Politique d'effacement linguistique. Le terme qui apparaissait dans les documents de 1790-1793 disparaissait systématiquement après mars 1794. J'ai comparé les versions préliminaires et finales des rapports d'inventaire. Une version préliminaire d'Avignon datée du 5 juin 1793 mentionnait 12 cloches de style géométrique tartare. La version finale, datée du 22 juin 1793, disait 12 cloches de fabrication inconnue. Même inventaire, même inspecteur, terminologie révisée. Les églises conservaient des relevés détaillés, plans au sol, élévations, décorations sculptées cataloguées minutieusement. Mais les clochers restaient un non documenté, une lacune délibérée dans des archives autrement méticuleuses. Les révolutionnaires français documentaient tout: exécution, confiscation de propriété, réorganisation administrative. Les cloches, représentant 15% de la réquisition métallurgique en poids, recevaient 0,02% de l'attention textuelle dans les histoires ultérieures. Ce n'étaient pas des dossiers perdus, c'étaient des dossiers empêchés. L'évitement systématique de documentation suggérait que les cloches n'étaient pas simplement une source de métal, mais quelque chose nécessitant une sécurité opérationnelle. Quelque chose que les autorités pré-révolutionnaires et révolutionnaires comprenaient mais refusaient de nommer explicitement dans les archives permanentes. Les systèmes mécaniques de clochers restaient innommés, les chambres souterraines restaient non dessinées, et le terme tartare disparaissait progressivement des documents officiels, même s'il persistait dans les reçus informels et les rapports de terrain jusqu'en 1795. La précision géométrique transformait une curiosité architecturale en anomalie mathématique. En août, j'ai utilisé la photogrammétrie architecturale pour analyser les motifs de ventilation de clochers survivants. Les mesures angulaires révélaient une précision impossible. Les motifs en étoile étaient basés sur des ratios angulaires spécifiques: 5,14 degrés, 10,28 et 20,56 degrés. Ces ratios se répétaient à travers tous les exemples. Aucun système de proportion architecturale connu, grec, romain, Renaissance, classique français, n'utilisait ces valeurs. Pourtant, elles apparaissaient dans des clochers séparés par 800 km, construits par des architectes différents sur 50 ans. La précision angulaire dépassait les capacités de mesure manuelles de l'époque. J'ai consulté des historiens de la technologie de construction. Les outils de mesure du XVIIIe siècle, compas, règles, équerres, permettaient une précision d'environ 0,5 degrés dans le meilleur des cas. Les motifs de ventilation montraient une cohérence dans les 0,2 degrés à travers plusieurs structures. Un clocher à Rouen, construit en 1673. Un clocher à Avignon, construit en 1721. Un clocher à Strasbourg, construit en 1688. Architectes différents, aucune collaboration documentée. 50 ans d'écart, les ratios angulaires de leurs motifs de ventilation identiques au deuxième décimal. Cette précision suggérait un gabarit ou une reproduction mécanique, pas un artisanat architectural traditionnel. Ce qui rendait les ratios encore plus étranges était leur apparition en dehors de France. J'ai trouvé des gravures du XVIIIe siècle représentant l'architecture de palais tartares, provenant de sources d'Asie centrale, collections de voyageurs, atlas illustrés, descriptions ethnographiques. Les mêmes ratios angulaires apparaissaient dans les motifs décoratifs: 5,14 degrés, 10,28 degrés, 20,56 degrés. Un système mathématique partagé sous-tendant la conception à travers des milliers de kilomètres. Un manuel d'architecture français de 1742 contenait un chapitre sur les proportions géométriques orientales. Les diagrammes montraient ces ratios exacts sans explication de leur origine ou de leur signification. L'auteur notait simplement: ces principes sont observés dans les structures de style oriental construites dans nos propres territoires depuis environ 1650. Les motifs de ventilation n'étaient pas décoratifs. Ils étaient conçus selon des paramètres de performance spécifiques. La précision mathématique suggérait une fonction: contrôle du flux d'air,
résonance acoustique, peut-être quelque chose de plus complexe impliquant les systèmes souterrains. Mais les documents ne décrivaient jamais la fonction. Seule la géométrie survivait, répétée à travers l'Europe avec une précision mécanique. Quelque chose de plus ancien que les traditions architecturales du XVIIIe siècle imposait ces ratios. Quelque chose que les constructeurs français reproduisaient sans apparemment comprendre pourquoi. Les relevés hydrographiques du XIXe siècle documentent l'infrastructure d'eau souterraine qui existait avant l'urbanisation moderne. Entre septembre et novembre, j'ai superposé ces cartes sur mes emplacements de clochers. La corrélation était statistiquement impossible à ignorer. 76% des clochers détruits étaient positionnés directement au-dessus d'aqueducs souterrains, de citernes ou de sources naturelles. L'hydrologie invisible, au niveau de la surface mais confirmée par des études radar à pénétration de sol menées pendant des projets de construction modernes. Les églises non ciblées manquaient cette présence d'eau souterraine. Ce qui rendait cette relation encore plus troublante était la profondeur des fondations. Les contrats de construction d'églises, quand ils survivaient, montraient des fondations s'étendant au niveau de l'eau, souvent 10-15 mètres sous la surface, malgré l'absence d'utilisation d'eau documentée. Pas de puits, pas de fonds baptismaux alimentés d'en bas, pas d'explication utilitaire pour cette profondeur. Les exigences structurelles pour les clochers nécessitaient des fondations de 3-4 mètres. Les fondations réelles dépassaient cette nécessité d'un facteur de 3. Un contrat de construction daté du 14 mai 1889 pour l'église Saint-Roch à Paris précisait « Fondation de clocher à étendre jusqu'au niveau de l'aqueduc souterrain selon le plan fourni ». Le plan ne survivait pas dans les dossiers de contrat. Les récits de voyageurs en Tartarie pendant les XVIIe et XVIIIe siècles décrivaient des clochers positionnés au-dessus d'eau sacrée et des temples d'eau harmonique. Un compte-rendu anglais de 1688 par John Bell of Antermony décrivait des structures en Russie et en Asie centrale où les cloches sonnent au-dessus de sources souterraines, produisant des effets remarquables sur l'eau elle-même. Les configurations architecturales correspondaient aux églises françaises détruites. Clochers au-dessus de l'eau, chambres souterraines se connectant à des canaux hydrauliques, géométrie de ventilation précise. La relation fonctionnelle entre les cloches et l'eau n'était jamais expliquée dans les sources, seulement observée et documentée. Un rapport de maintenance daté du 23 août 1787 pour l'église Saint-Eustache mentionnait perturbation des puits domestiques pendant les sonneries prolongées de cloches notées par les résidents voisins. Un autre de Lyon, daté du 6 mars 1785. Niveau d'eau des puits fluctuant pendant les célébrations de cloches, corrélation observée, mécanisme non expliqué. La présence d'eau sous les cloches suggérait une relation fonctionnelle. Soit les cloches affectaient l'eau, soit l'eau affectait les cloches, soit les deux composants d'un système plus vaste. La destruction ciblait spécifiquement cette combinaison. Les églises sans eau souterraine conservaient leurs cloches. Les églises au-dessus de l'eau les perdaient systématiquement. La logistique industrielle ne correspondait pas. J'ai passé décembre à calculer les exigences pour détruire 200 000 cloches en 18 mois en utilisant la capacité industrielle révolutionnaire documentée. Les chiffres ne se résolvaient pas. Les dossiers de fonderies survivants de 1793 et 1794 montraient une production normale continuant tout au long de la période. Canons, outils, matériaux de construction. La destruction des cloches se produisait parallèlement, pas à la place de la fabrication standard, la capacité de four, les exigences en combustible, les heures de travail pour traiter 200 000 cloches dépassaient les ressources disponibles d'un facteur de 4. Un économiste avec qui j'ai consulté a examiné les registres de production. Sa conclusion, soit les chiffres de destruction sont exagérés d'un facteur de 4, soit un traitement séparé et non documenté s'est produit en dehors du système de fonderie standard. Les chiffres d'inventaire provenaient de plusieurs sources indépendantes, registres municipaux, rapports départementaux, comptes ecclésiastiques. L'exagération coordonnée à travers des centaines de juridictions semblait improbable. Ce qui rendait le problème logistique plus étrange était le personnel. Les dossiers de 1794-1795 montraient des spécialistes orientaux employés dans le traitement des cloches, métallurgistes d'origine non définie, payés à des tarifs premium, travaillant dans des installations restreintes. Aucun dossier d'emploi ultérieur après 1795. Ces spécialistes apparaissaient, traitaient les cloches, disparaissaient. Un registre de paiement daté du 18 juillet 1794 pour une installation de Marseille listait paiement aux experts orientaux pour le traitement spécialisé de matériaux de cloches, utile 400 livres. Le salaire standard pour un métallurgiste qualifié était de 600-800 livres par an. Les experts orientaux recevaient 10 fois ce montant pour plusieurs mois de travail. Les dossiers de fonderie ne montraient en pas une augmentation correspondante de la production de canons ou d'autres biens en bronze. Si 200 000 cloches étaient fondues,
Où allait le métal? Les rapports militaires documentèrent la production de canons. Les quantités n'augmentaient pas proportionnellement à la réquisition de bronze de cloches. L'histoire officielle, cloches fondues pour des canons, contredisait les données de production. Les cloches allaient ailleurs, traitées par quelqu'un d'autre, pour un objectif non documenté. Les installations de traitement spécialisées, le personnel d'origine orientale, les taux de paiement extraordinaires, tout suggérait une opération séparée fonctionnant parallèlement au système de fonderie révolutionnaire standard. Les cloches ne devenaient pas des canons, elles devenaient autre chose. Où elles allaient, quelque part d'autre, les dossiers ne disaient pas où. Les dossiers de construction d'églises révélaient un motif que je n'avais pas anticipé. Les cloches étaient rarement installées pendant la construction originale. La plupart des églises recevaient des cloches 20-50 ans après l'achèvement du bâtiment, souvent décrites comme transférées d'une structure antérieure sans nommer la source. J'ai examiné les chronologies de construction de 48 CM, églises construites entre 1650 et 1780. 37 montraient ce motif, clochers construits avec des systèmes de ventilation géométrique avant l'installation des cloches. L'architecture précédait la fonction. Les clochers étaient conçus pour des cloches préexistantes, pas des cloches coulées pour de nouveaux clochers. Un contrat de construction daté du 12 avril 1702 pour l'église Saint-Paul à Paris précisait « Le clocher sera construit selon les dimensions fournies pour accueillir les cloches à transférer de l'installation antérieure. » Quelle installation antérieure ? Le contrat ne le disait pas. Les plans architecturaux montraient des spécifications précises. Hauteur du clocher, dimension de la chambre, ratio géométrique de ventilation, tout finalisé avant le procurement des cloches. Les structures antérieures, mentionnées comme source de cloches, étaient souvent situées dans des régions étiquetées Tartarie sur les cartes de l'époque. Le transfert de cloches correspondait aux changements territoriaux. Les régions perdant la désignation Tartarie perdaient simultanément des cloches au profit des églises occidentales. Un rapport administratif de 1688 mentionnait l'acquisition de 12 cloches de fabrication orientale suite au réalignement territorial. Les dossiers de transport documentaient le déplacement de cloches à travers de grandes distances. Un manifeste d'expédition daté du 23 septembre 1704 listait « Transport de 8 grandes cloches de Kazan vers Paris, poids total estimé à 14 tonnes ». Kazan apparaissait sur les cartes de l'île comme faisant partie de la Tartarie moscovite. Le transport de 14 tonnes sur 3000 km dans le début du XVIIIe siècle représentait un effort logistique extraordinaire. Les églises ne commandaient pas des cloches, elles les héritaient. Cela suggérait que les cloches prédataient les églises réutilisées dans une nouvelle architecture. La destruction enlevait des artefacts hérités, pas une fabrication française du XVIIIe siècle. Les clochers étaient construits pour accueillir des cloches qui existaient déjà ailleurs, transportées vers l'ouest, installées au-dessus de sources d'eau selon des spécifications géométriques précises. Quelque chose d'antérieur aux églises elles-mêmes, quelque chose qui arrivait de l'est, quelque chose qui nécessitait une architecture spécifique pour fonctionner correctement. Les comptes historiques post-révolutionnaires détaillent des événements mineurs avec une précision exhaustive. La destruction des cloches, 200 000 unités, 15% de la réquisition métallurgique en poids, apparaît comme une note de bas de page. J'ai comparé la couverture textuelle dans les histoires du 19e siècle, les festivals locaux, les réorganisations administratives, les petites émeutes recevaient des chapitres entiers. La destruction des cloches recevait 0,02% de l'attention. Textuel. Les mêmes historiens qui documentaient méticuleusement d'autres aspects de la Révolution, François Mignet, Jules Michelet, Alphonse Hollard, mentionnaient la destruction des cloches uniquement statistiquement, méthode jamais examinée, composants retirés, jamais inventoriés. Le contraste suggérait une déemphase délibérée, pas un accident documentaire. Plus révélatrice encore était la révision terminologique. Les comptes pré-1820 utilisaient occasionnellement fabrication tartare ou style tartare en se référant aux cloches. Les histoires post-1820 retiraient systématiquement la terminologie tartare, la remplaçant par origine inconnue ou supprimant entièrement les références. Révision linguistique parallèle à la destruction physique. J'ai comparé les éditions d'une histoire locale de Bordeaux, édition 1812 versus édition 1834. L'édition de 1812 mentionnait le retrait de cloches de style géométrique tartare pendant la période révolutionnaire. L'édition de 1834 disait le retrait de cloches de fabrication incertaine. Même auteur, même événement, terminologie révisée. Le dossier historique était façonné pour minimiser ce qui s'était passé. Pas oublié, activement obscurci. Les opérations massives de matériel laissent des traces bureaucratiques. La destruction des cloches laissa des inventaires, mais pas d'explication. Des registres de transport, mais pas de destination finale. Des dossiers de paiement,
mais pas de description de travail. Je tiens un fragment de cloche du musée Carnavalet, vides géométriques internes, poids dépassant la densité du bronze, propriété acoustique inexpliquée par la métallurgie, positionné au-dessus d'une chambre scellée qui se connectait autrefois à des canaux d'eau, maintenant remplis de gravats. L'histoire officielle n'offre aucun mécanisme. Des chercheurs alternatifs associent ces motifs à une infrastructure qu'ils attribuent à des constructeurs tartares, bien que les preuves restent circonstancielles. Ce qui fut détruit demeure plus clair que ce que c'était. Les chambres restent scellées, les canaux restent remplis, et les cloches, 200 000 d'entre elles, disparurent en 18 mois, traitées par des spécialistes qui ne laissèrent aucun dossier ultérieur, pour un objectif que personne n'écrivit jamais. Le diagramme d'ingénierie repose sur mon bureau. Daté du 8 janvier 1792, il montre une coupe transversale de clocher avec une chambre souterraine explicitement dessinée mais étiquetée seulement espace vide, objectif inconnu. La chambre se connecte à 3 canaux d'eau via des conduits géométriques. Le schéma est estampillé, scellé selon directive 15 mars 1792, un an avant le début de la destruction. La cloche dans le clocher est dessinée avec une précision mathématique montrant des vides géométriques internes. Une notation en marge, partiellement obscurcie par des décennies de manipulation. Installation orientale, enlèvement autorisé. Le détail de la photographie montre le coin du diagramme où plusieurs couches de tampons officiels s'accumulent. Chaque autorisation ajoute un nouveau sceau sans ajouter d'explication. Le tampon final, daté d'avril 1793, dit simplement « terminé ». Ce qui fut terminé, le scellement ou la compréhension, reste non écrit.